Donc là, on va passer à un peu de droit administratif, plus précisément le contrat, et on va voir ici la notion de contrat. Comment est-ce qu'on définit un contrat et les typologies du contrat. On verra après dans une autre vidéo comment est-ce que ça s'applique, comment est-ce qu'il fonctionne, mais là on va juste voir la notion du contrat et comment définir un contrat. Et déjà, première chose, un contrat administratif, ce n'est pas nécessairement un contrat conclu par l'administration. J'entends par là que tous les contrats conclus par l'administration ne sont pas forcément des contrats administratifs et donc ne sont pas forcément soumis au contrôle du juge administratif. En effet, un contrat administratif est soumis au juge administratif. Et le contrat administratif, une première distinction à réaliser, c'est que c'est différent de l'acte administratif unilatéral. En effet, le contrat administratif, on va quand même avoir une rencontre de deux volontés. Même si c'est pas comme un contrat en droit commun, c'est-à-dire qu'en droit commun, c'est le consensualisme, c'est le consensualisme des deux parties simplement qui prime. En droit administratif, pour un contrat administratif, ça va surtout être le formalisme et comment a été formé, si a bien été formé le contrat qui va être le plus important. Toutefois, il faut quand même qu'il y ait une acceptation de la part des deux parties. Donc il faut une rencontre de volonté et on a plusieurs types de contrats administratifs. On a soit ceux qui sont attribués légalement, donc c'est-à-dire que c'est la loi qui va mettre en place ces types de contrats administratifs qui va les caractériser. On a l'exemple du marché public et du contrat de concession que je vais définir juste après. Mais on a aussi la jurisprudence qui va permettre de pouvoir caractériser un contrat comme administratif. Alors déjà dans un premier temps, celle-ci doit revêtir deux critères, un critère organique et un critère matériel. Le critère organique, ça va tout simplement être qui a conclu le contrat et plus précisément, est-ce qu'il y a une personne publique qui a conclu le contrat. Ça va être l'arrêt Société Interlais de 1969 qui va nous donner une première fois que il faut qu'il y ait au moins une personne publique qui soit une des deux parties à la conclusion d'un contrat administratif pour que celui-ci soit tout simplement un contrat administratif. C'est cet arrêt qui va vraiment mettre en place cette idée qu'il faut au moins une personne publique pour pouvoir conclure un contrat administratif. On a par la suite l'arrêt Union Assurance Paris, qu'on appelle aussi UAP, de 1983, qui dit simplement que par principe, un contrat conclu entre deux personnes publiques et un contrat administratif, du fait que du coup, c'est deux personnes publiques et qu'en général, quand on conclut un contrat administratif entre deux personnes publiques, celle-ci va viser à la gestion d'un service public. Donc ça, c'est un peu déjà du contenu du contrat, du critère matériel, on va voir juste après, mais il faut comprendre que l'UAP, il vient tout simplement dire que si c'est deux personnes publiques, alors c'est un contrat administratif. Mais dans l'idée opposée, on a l'arrêt Pratt de 1936 qui a à voir en fait, en l'espèce, deux personnes privées qui vont conclure un contrat administratif. Et en fait, du coup, dans l'idée, deux personnes privées ne peuvent pas conclure un contrat administratif du fait qu'il faut forcément une personne publique. Sauf que dans cet arrêt, on voit que il y a une personne qui a un mandat public, donc une personne privée, mais qui a la capacité de conclure un contrat administratif du fait qu'une personne publique lui en a donné capacité. Donc un contrat administratif peut aussi être entre deux personnes privées dans l'unique hypothèse que celle-ci a été mandatée et été capacité et eu la capacité par une personne publique. Euh, Enfin, on a aussi donc la RISA Saufage de 1989, le nom est plus long mais je raccourcis, de 1989 où tout simplement deux personnes privées vont conclure un contrat, c'est forcément un contrat privé. S'il n'y a pas de mandat, s'il n'y a aucun lien avec une personne publique, si le contrat a été réalisé entre deux personnes publiques, si celle-ci a mis en place uniquement des objectifs dans lesquels aucune personne publique n'a été en lien, c'est forcément un contrat privé. Quand bien même les objectifs soient publics, si c'est deux personnes privées, c'est forcément un contrat privé. Et enfin, on a l'arrêt du tribunal des conflits de 1963, où en fait cette fois-ci, ça peut être un contrat administratif si on a deux personnes privées qui vont conclure un contrat, mais qu'en même temps, celle-ci va avoir pour objectif l'exécution d'un pouvoir public. Donc là, ça va être la gestion d'un, d'un pouvoir public, enfin d'un objectif public plus précisément. Et donc là, ça contredit un petit peu l'arrêt que j'ai dit juste avant de SA Chauffage où deux personnes privées font forcément un contrat privé, du fait qu'en fait là, ça va être
avec l'exécution d'une personne publique. C'est-à-dire qu'une personne publique va avoir une capacité de regard, va avoir un droit de regard tout simplement sur celui-ci. On va maintenant passer au contenu du contrat. Donc cette fois-ci, on passe aux critères matériels. On a deux hypothèses. Avant, on n'en avait qu'une, mais celle-ci a été agrandie avec l'arrêt Époux-Bertin de 1956, où on doit avoir soit une clause exorbitante de droit commun, soit le contrat doit porter sur l'exécution d'un service public. Donc pour ce qui est de la clause exorbitante de droit commun, on entend par là que celle-ci doit conférer aux parties des droits ou met à leur charge des obligations. Il faut donc que le contrat euh, ait un caractère exorbitant de droit commun qui permette d'avoir des droits ou des devoirs que un contrat de droit privé ne permettrait pas. C'est la Société des granites porphyroïdes Vosges de 1921, donc j'ai juste raccourci en Société des granites Vosges, de 1921 qui va mettre en place ce principe. Et on a l'arrêt Société AXA de 2014 qui va nous donner d'autres critères, mais l'arrêt AXA du 13 octobre 2014 viendra donc nous donner que c'est une clause qui, dans l'intérêt général, reconnaît au profit de la personne publique contractante des prérogatives exorbitantes ou qui crée à la charge du co-contractant de la personne publique des sujétions exorbitantes. En fait, c'est tout simplement l'idée dans laquelle pour qu'un contrat soit administratif, il faut donc une clause exorbitante de droit commun. Ça vient vraiment rappeler ce principe. Et du coup, dans un deuxième temps, on a tout simplement la portée exécution d'un service public, c'est-à-dire que le contrat doit porter à l'exécution d'un respect. Et c'est l'arrêt Époux-Bertin de 1956 qui vient mettre en place ce principe. Et en mettant en place ce principe, il vient aussi enlever le côté nécessaire de la clause exorbitante du droit commun qui résultait de l'arrêt Société des granites porphyroïdes Vosges de 1921, où en fait tout simplement arrêt Époux-Bertin vient dire que dorénavant il n'est plus nécessaire qu'il y ait une clause exorbitante de droit commun si jamais le contrat administratif porte sur l'exécution d'un service public, tout simplement. Et donc, pour finir avec cette première partie, comme j'ai dit juste avant, le contrat administratif est du contrôle du juge administratif. On va maintenant passer aux typologies des contrats, c'est-à-dire aux différents types de contrats administratifs qu'on a. On a déjà les contrats de la commande publique qui sont divisés en deux subdivisions, donc les contrats de marché public et les contrats de concession. On a ensuite les contrats d'occupation du domaine public et enfin les contrats de recrutement d'agents publics. Alors pour commencer, les contrats de la commande publique, donc c'est divisé en deux subdivisions comme je viens de le dire, le contrat de marché public mais aussi le contrat de concession. Dans les deux cas, les contrats de marché public et de concession, ce sont des contrats administratifs qui vont avoir pour objectif de réaliser, d'où ça porte son nom, une commande publique, c'est-à-dire un objectif que l'administration va avoir besoin. Celle-ci peut être pour des travaux, pour des fournitures ou pour la gestion d'un service public. Même si on a quand même des distinctions, et notamment une distinction dont je vais parler qui permet de différencier les deux. Donc le contrat de marché public, dans un premier temps, c'est un contrat à titre onéreux qui est réalisé entre une ou plusieurs Donc pour commencer, le contrat de marché public, c'est un contrat à titre onéreux. Il est réalisé entre un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Hop là je change ça rapidement. Ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Celui-ci répond aux besoins de services, de travaux ou de fournitures de services. Et là, la particularité, c'est que dans le contrat de marché public, la contrepartie, c'est un prix. C'est-à-dire qu'à la réalisation du contrat, un prix, une rémunération va être accordée au co-contractant ayant lié un contrat administratif avec l'administration pour justement réaliser ce contrat de marché public. De l'autre côté, on a le contrat de concession. C'est un contrat entre une ou plusieurs autorités concédantes avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Celle-ci va réaliser l'exécution de travaux ou de gestion d'un service et elle va avoir la capacité de l'exploitation de l'ouvrage, mais aussi les risques liés à l'exploitation. En fait, on en par là que le co-contractant à l'administration, cette fois-ci, va se rémunérer et va vraiment réaliser une gestion de ce contrat
sur l'exploitation en fait, mais avec les risques liés. C'est vraiment la différence majeure, c'est qu'il y a une plus grande capacité d'exploitation de l'ouvrage dans un contrat de concession par rapport au contrat de marché public. Celui-ci a une rémunération propre qu'il a tout simplement à travers l'exploitation du service, donc il va se rémunérer avec l'exploitation du service. Donc c'est là la contrepartie de la possibilité de se rémunérer grâce à l'ouvrage, mais en même temps il prend donc le risque que si l'exploitation ne marche pas, il n'a plus de rémunération, ou c'est plus compliqué. Et ici, je peux vous donner l'exemple de l'arrêt qui vient poser la théorie de l'imprévision et qui vient donc justement, à cause du contrat de concession et du risque encouru, mettre en place la théorie de l'imprévision. On a par la suite le contrat d'occupation du domaine public. Donc, celle-ci, c'est tout simplement un contrat qui va permettre à une personne privée d'occuper un domaine public, mais de manière temporaire. Et donc, c'est un contrat réalisé entre une personne privée et publique. Et enfin, on a le contrat de recrutement d'agents publics. Là, c'est important de comprendre que les contrats de recrutement d'agents publics ne sont pas tous administratifs, car ceux-ci doivent être en lien depuis l'arrêt Barkini de 1996 avec un SPA. Pour être plus clair, pour qu'un contrat administratif soit considéré comme tel, il faut qu'ils viennent recruter des agents qui vont venir travailler pour un SPA. Et dans ce cas-là, ce sera administratif. Si jamais les personnes recrutées par l'administration viennent à travailler pour un SPIC, donc on se rappelle la distinction, SPA et SPIC. SPA, ça va vraiment être un côté administratif. SPIC, ça va être industriel et commercial, donc plus dans la fonction privée. Dans ces cas-là, les personnes recrutées seront donc des agents privés et seront donc soumis au régime de droit privé et donc au juge judiciaire.